Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Diversité, dirigée par Eddy Saidi, historien. Cette collection est destinée à présenter les travaux théoriques, empiriques et pratiques des chercheurs scientifiques et des acteurs sociaux. Elle a vocation à publier des ouvrages essentiellement universitaires, traitant des rapports sociaux, de la mémoire, de l'histoire et de l'altérité. Elle se propose de constituer un portail d'accès à l'étude des sociétés contemporaines et offrir une plateforme d'échange à des chercheurs de plusieurs disciplines. La collection entend faire connaître la production française dans les domaines historiques et sociologiques, mais aussi relayer les travaux de chercheurs étrangers et devenir ainsi un point d'appui dans le développement des échanges scientifiques au niveau international en sciences humaines et sociales. Comité scientifique international. Arfaoui Kemeh Université de Tunis, Tunisie, Bezaher Bezo UCHI Sarah Université de Toulouse Le Mirail, France, Belgassem Brahim Université de Tunis, Tunisie, BELLAMIN Meriem Université de Tunis, Tunisie, BELKHOJ Achedli Université de Moncton, Canada, Ben Sedrine Lamjed, Tunisie, Boucher Colette Université Laval, Canada, Brichard Christian Belgique, Costea Simion Université de Targumur, Roumanie, Damani Saïd Université de Toulousain, France, Graham Patrick Université de Sherbrooke, Canada, Joliot Bernard Universitaire, France, Laborie Michel Historien, France, Manaa Amar Université de Msila, Algérie, Meki Nidal Université de Tunis, Tunisie, Mrabet Tarek CCMA, France, Primo Marie Douce Université de Montréal, Canada, SAPICAS Marina, France, Saya Jamil Université de Grenoble, France, Saya Mansour Université de Toulouse Le Mirail, France, So Abdoulaye Université de Nouakchott, Mauritanie, Tadlaoui Jamaleddine Université de Sherbrooke, Canada, Tito Anna, journaliste, Italie. Déjà paru. Abla ROUAGDJENIDI, Les jeunes, l'école et l'éducation, représentation, pratique et enjeux, 2016 Jamil Saya, Frontières et mobilité 2016. Eddy Saidi, Savoir critique et recherche historique, pour quels usages, 2015. Exergue. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Goya. Dédicace. À la mémoire de mon frère. Avant-propos. Tout ce que l'esprit peut concevoir de crainte à l'idée de voir la contre-révolution prendre réellement en main la conduite des affaires publiques en Tunisie, a trouvé, dans le résultat des élections présidentielles et législatives que le pays a connues entre septembre et octobre 2019, un terrain providentiel à sa foisonnante expression. Ce qui s'est passé ressemble à une fin chaotique d'une séquence historique qui se voulait heureuse, la Révolution. Toutefois, en dépit de ce constat sans doute réel, qui doit néanmoins nous inciter à la prudence, il apparaît objectivement que la nouvelle configuration politique se présente comme un changement d'époque. Ce changement, à la fois extrêmement inquiétant et d'importance capitale, ne se marque pas, ou plutôt pas seulement, par une vaste trahison des principes de la Révolution, par une subversion de ses acquis ou par un retour à un archaïsme dévastateur, mais par un véritable basculement de tout le système de valeurs qui a été à l'origine du soulèvement du peuple tunisien en 2011. La contre-révolution est désormais partout. Elle donne l'impression d'avoir rencontré une adhésion générale, dans la quasi-totalité des milieux même de ceux qui étaient naguère réfractaires à ce mode de pensée. Elle a tout envahi de ses métastases. Et le dégonflement de la puissance d'espoir ou de rêve portée par la révolution se marque surtout par l'effacement de son esprit. De ce fait, faut-il alors s'étonner d'un tel retournement ? En ce qui nous concerne, point d'étonnement. D'ailleurs, pour dire vrai, on a tant aimé ne pas avoir raison. Tout le long de cet ouvrage, nous avons tenté d'expliquer, d'analyser et de comprendre les causes profondes de la contre-révolution. Le but n'était point de l'attaquer, la contre-révolution, pour mieux défendre la révolution, mais de bien la connaître et bien l'analyser. Or, en traiter c'est bon gré mal gré, se ranger dans un camp et annoncer qu'on va prendre une fois de plus le plaidoyer en faveur de la révolution. À quoi bon alors de préciser ce qu'on entend par là ? N'est-il pas entendu en effet, que toute révolution sécrète une contre-révolution ?
S'efforcer de comprendre la contre-révolution est en soi une position révolutionnaire et qui ne va pas sans risque. Qui peut prédire ce que l'on découvrira ? La tâche était rude pour dissocier les causes anciennes et les nouvelles raisons entremêlées autour de l'émergence d'une pensée et d'une pratique contre-révolutionnaire. En procédant par ordre, on a pu dégager les lignes de crête qui peuvent aider à fixer les traits d'une sorte de portrait type du phénomène contre-révolutionnaire en Tunisie. Plusieurs approches ont été mobilisées. Cette variation de prisme a fait apparaître la sédimentation composant le phénomène contre-révolutionnaire, les chemins empruntés et les formes adoptées. Ainsi, peut-on espérer qu'au-delà des fantasmes illusoires ou des querelles idéologiques périmées, apparaîtront progressivement quelques points forts de la trame de ce courant politique. Et les clés nécessaires à sa compréhension sont en réalité inscrites dans le plus profond de notre inconscient national, à partir de l'acquis initial, des pesanteurs de l'histoire, des mythes élaborés par les Tunisiens. En effet, tout est solidaire de tout, tout est mêlé à tout. Mais pour la clarté, il faut décomposer les éléments de l'amalgame pour reconstituer la nature, les causes et les conséquences exactes de la contre-révolution. Voilà notre but. Certains diront que bien des affirmations de cette réflexion risquent de paraître transdisciplinaires, faute de relever d'un genre déterminé. Est-ce une étude juridique, politique, sociologique, anthropologique, psychologique voire historique que nous présentons aux lecteurs ? À eux d'en décider. Ce que nous pensons pour notre propre compte, c'est que réfléchir la contre-révolution, c'est mesurer la complexité du phénomène et pour mieux l'approcher, il faut mettre en œuvre une multiplicité de techniques unifiées pour la même sagesse. De ce point de vue, une étude de la contre-révolution ne peut être qu'une coupe en profondeur qui nous révèle l'état de la société tunisienne de son avenir post-révolutionnaire. En effet, quand il s'agit de la contre-révolution, c'est en réalité de la révolution qu'il s'agit de son projet d'être, de ses valeurs et surtout de son accueil par les Tunisiens. C'est le thème existentiel par excellence, celui de l'avenir, qui signale l'indissoluble solidarité de la mise en question de l'État et de la société dans son ensemble. Car, le mystère de la contre-révolution a immédiatement une portée politico-juridique. Dès qu'on s'interroge sur son sens, on s'interroge sur l'avenir de la Tunisie, peuple et État. C'est dire que notre projet de penser la contre-révolution rejoint exactement le travail que nous avons déjà accompli sur la révolution dans les deux ouvrages précédents, la révolution tunisienne, la part du droit, et l'acte 2 de la révolution tunisienne, la Constitution. Ainsi, la finalité de notre entreprise est très exactement le dévoilement progressif de la dangerosité de la contre-révolution et ses conséquences sur les équilibres fragiles du pays. Que faut-il alors penser des élections de septembre-octobre 2019 ? Où en est le pays ? Quels renseignements peut-on tirer de cet épisode politique ? Pénétrons tout doucement dans les méandres de cette séquence pour tenter de poser encore à mi-voix une dernière question. Alors les résultats sortant des urnes ont-ils confirmé nos dires dans cet ouvrage sur la contre-révolution ? Sans doute, en présence d'un événement d'une pareille complexité et d'une telle importance, les documents et le temps nécessaires pour une réflexion distanciée nous font défaut. Mais en revanche, à l'heure où l'impression directe des faits, où les causes politiques et sociales qui les ont déterminés sont encore si chauds et si proches, peut-être est-il possible, peut-être est-ce un devoir d'essayer d'analyser et de qualifier, tels qu'ils apparaissent, les conséquences principales et les principaux enjeux de ces résultats. À dire vrai, ces résultats marquent clairement le triomphe de la contre-révolution et la chute, ce qu'on a pu croire un moment comme définitif, non seulement les idées, mais surtout le prestige de la révolution chez une bonne majorité de Tunisiens. Quelle que doive être l'issue à venir de ces élections et les politiques qui les détermineront, les défenseurs de la révolution ont à coup sûr couru le risque de ne plus compter, et pour longtemps comme force politique agissante. On a même affirmé que ces partis étaient responsables, non pas seulement de leur défaite, ce qui n'est hélas que trop vrai, mais du succès des courants contre-révolutionnaires. En fait, ils ont été trahis par l'aveuglement et la négligence de leurs chefs dont on ne saurait trop dire leurs faiblesses, leurs hésitations et leurs incapacités de produire du sens. Ils ont constamment dans ces dernières années, louvoyé, atermoyé, remis au lendemain les décisions utiles pour défendre efficacement la révolution et ses acquis. Ils ont laissé sans réagir,
la contre-révolution s'armer idéologiquement et saturer l'espace des idées. C'est même pis que cela, à l'heure où nous sommes, c'est d'offrir à Ennahda, parti contre-révolutionnaire, de réaliser ses plans et d'accepter docilement que son chef préside la Chambre des représentants du peuple, l'ARP. Et c'est bien sûr sur cette base, alors que le sang des martyrs de la Révolution n'est pas encore séché, qu'on se permet d'affirmer que le résultat des dernières élections et leurs conséquences n'ont fait que confirmer les analyses que les pages qui suivent dans cet ouvrage voudraient introduire. Mais que s'est-il réellement passé en septembre-octobre 2019 pour qu'on ait une telle certitude ? Nous avons assisté à un triple phénomène. L'émergence d'un populisme conquérant, l'achèvement d'un processus continu d'émiettement des courants modernistes et enfin la recomposition graduelle d'un jeu idéologique contre-révolutionnaire ravivé après avoir semblé un temps devoir irrémédiablement sombrer dans l'abîme. Ainsi, entreprise dans un tel état des choses et d'esprit, la révolution serait-elle capable de résister à une forte poussée de la contre-révolution ? C'est la question qu'il nous reste ici à examiner. En effet, les semaines qui ont suivi les élections législatives et présidentielles ont provoqué un véritable séisme dans le paysage politique tunisien. Fin du tabou contre-révolutionnaire qui apparaît moins comme le problème que comme l'arrière-cuisine des nouvelles stratégies politiques. Désormais, elle est multiforme et multi-action. Et avec l'ascension d'un populisme plébiscitaire et d'une tendance complotiste sectaire et résolument contre-révolutionnaire, une page a été tournée de l'histoire politique de la Tunisie contemporaine. Quelle qu'ait été l'élévation des sentiments et les intentions politiques d'un Nabil Karoui ou d'un Kaïs Saïd et de leurs compagnons, on ne saurait nier le mal qu'ont fait leurs doctrines, et qu'elle n'ait pu trouver dans la fragilité économico-sociale et la naïveté politique de ceux qui les accueillaient et répondaient leurs discours leur principale force de séduction et de persuasion. C'est l'hypothèse qui nous paraît ressortir, comme la plus vraisemblable de l'analyse des faits. Et comme souvent en politique les effets éclairent les causes dont ils dérivent, il est donc vain de chercher à comprendre les fumeuses recompositions qui surgissent en pareilles circonstances, telles de nouvelles babelles politiques. Car qui peut nier à la vue de ce séisme politique, que le mal est plus ancien et plus profond ? Plus ancien ? Cette fragmentation des structures politiques des courants modernistes, très marquant des élections présidentielles et législatives, s'inscrit dans une longue histoire. Elle ne fait que confirmer, en l'accentuant, les tendances centrifuges des précédents rendez-vous électoraux. Ce profond éclatement constitue l'enseignement majeur de ces consultations que l'on croirait imaginer par Sioran, tant il s'apparente à un suicide collectif. Cette descente aux enfers s'est manifestée d'un bout à l'autre de la chaîne électorale aussi bien aux présidentielles qu'aux législatives. Or cette fragmentation de l'offre politique moderniste converge non seulement avec l'émergence de nouvelles forces politiques contre-révolutionnaires, populistes, antimodernistes, complotistes, mais aussi avec l'intensification des dissidences au sein des formations de gouvernement traditionnelles, notamment centristes. À quoi il convient d'ajouter l'éclatement des campagnes électorales, marquées par la multiplication de candidats aux présidentielles et de listes aux élections législatives. Mais cette fragmentation n'a pas touché uniquement la gauche moderniste, elle a également élu domicile au sein de l'islam politique. Là encore, un changement capital s'est produit dans les esprits et dans les pratiques. En effet, certains groupements islamistes, d'apparence non salafiste, se sont détachés de la maison mère. Le mouvement Ennahda dont la base électorale ne cesse de se rétrécir et son isolement politique ne cesse de s'élargir. On lui reproche d'être trop lige, sensible à l'argent et au faste du pouvoir. Ils veulent en finir autrement avec la révolution. Cet islamisme nouvelle posture, c'est déclarer l'expression du populisme islamiste. La stratégie, sous couvert de défendre le petit peuple, il s'agit de combattre la modernité. Conservatisme et complotisme et rejet de la République bourguibienne forment la matrice de leur corpus. C'est un déplacement immédiat de la question, du terrain religieux à celui du social. Mais cet engagement pour défendre les plus démunis n'est qu'un trompe-l'œil. Il est toujours ramené à la figure du comploteur, du conspirateur et du traître. Tout ce qui peut remettre en cause l'ordre établi et dévoiler les soi-disant mensonges et la trahison des gouvernants, actuels et anciens, est bonne à prendre et digne d'être intégrée au corpus idéologique. On le voit donc, la problématique sociale, la défense des pauvres et les plus démunis,
passe loin derrière l'obsession de déterrer les conspirations et dénoncer les mensonges d'État. En fait, derrière cette démarche de lutte contre les conspirations et les complots, se cache une logique réflexive obsessionnelle qui ne peut être détachée de son rejet contre tout attachement à l'universel, au progrès et à la démocratie. Pourtant, il n'hésite pas à se mélanger avec d'autres groupes défendant la révolution et ses principes en se présentant comme des militants du choix individuel et de la liberté d'expression, pour retourner ces valeurs contre la société démocratique. Les élections peuvent même leur permettre d'avoir des élus et exercer le pouvoir, tels que le mouvement Al-Karama, la dignité, qui va se trouver lors des dernières élections législatives avec 21 sièges. Pourtant, ce mouvement passe son temps à accuser la moitié, si ce n'est pas plus, de Tunisiens de trahison. Or, quand vous introduisez la notion de traître dans le débat politique, vous introduisez non seulement une conflictualité complotiste devant laquelle la rationalité démocratique se trouve sans voix, mais surtout une sérieuse possibilité d'un retour vers la tyrannie islamiste. Ces mouvements se décomposent en plusieurs groupes de pensée, eux-mêmes subdivisés en catégories, qui sont autant de strates de la pensée contre-révolutionnaire. Pour chaque catégorie, il y a une personnalité médiatique qui l'incarne le mieux, Seyfeddine Maklouf, Saïd Jaziri. C'est de chez eux qu'était partie par exemple la campagne Oui nous le pétrole ? Où est le pétrole ? Pour dénoncer le soi-disant mensonge de l'État et la trahison de ses gouvernants d'avoir gardé le secret sur l'existence d'énormes gisements de pétrole sur le sol tunisien. On le voit donc, ces mouvements cherchent constamment à opposer le peuple aux élites en termes profondément manichéens. Le bien contre le mal. Cette image est presque toujours soigneusement construite pour infléchir la culture politique dans laquelle ils opèrent. Telle est donc la situation politique qui nous semble expliquer le mieux, au-delà de 1000 circonstances fortuites que les Tunisiens découvriront peu à peu, la défaite de la Révolution. Elle se trouve sinistrement vérifiée par le résultat final, des présidentielles et des législatives, qui a placé loin devant les forces contre-révolutionnaires. Et l'on ose présenter aujourd'hui cet épisode comme une victoire de la démocratie. Peut-être l'était-il pour qui pouvait savoir à quel point ceux qui avaient la charge de défendre la Révolution avaient manqué à leur devoir. Reste maintenant à savoir dans quel contexte politico-social ces élections se sont déroulées. Dans une société à fleur de peau, à vif, une société sous tension qui réagit et surréagit comme si elle manquait de profondeur, d'intériorité et d'enracinement. En vérité, dans le calme apparent et la sécurité des rues, sans nous en douter, le pays était en ébullition. Les citoyens semblent vouloir retirer leur confiance envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l'intérêt général. Certes, le constat n'est pas nouveau, mais depuis la Révolution, la politique ne cesse de voir son discrédit grandir, provoquant au mieux du désintérêt, au pire la colère. Le temps qui passe voit le fossé se creuser. Des ambitions personnelles démesurées, des manœuvres et calculs électoraux, des paroles non tenues, le sentiment d'un personnel politique coupé des réalités, l'absence de projet ou de vision à long terme, des comportements partisans et démagogiques, sont injustifiables et sont devenus insupportables. S'il ne s'agit pas de rêver à une illusoire pureté dans les rapports sociaux et politiques, l'attitude et l'image de quelques-uns ont jeté le discrédit sur l'ensemble de la classe politique, même sur ceux qui vivent l'engagement politique comme un service rendu à leur pays. Il en résulte clairement, et c'est le moins qu'on puisse dire, une rupture ou un divorce consommé entre le peuple et son élite. Concrètement, cette rupture s'est traduite non seulement par un discours anti-establishment, mais aussi par une contestation violente de tout le système politique, mouvements de rue, occupation symbolique de l'espace public. Conséquence, une crise de la participation. Les deux consultations, et notamment les législatives, ont été caractérisées par un taux record d'abstention. Car les citoyens ressentent une profonde déception. Du coup, sollicités pour choisir, ils ont opté pour un vote sanction jetant ainsi le bébé, la révolution avec l'eau du bain. Les nouvelles figures de la contre-révolution. Ainsi donc, ces élections, présidentielles et législatives, ont confirmé l'éclatement du système de forces politiques, éclatement qui amène à repenser les équilibres nécessaires au bon fonctionnement des institutions au sein duquel, selon la formule d'Edgar Morin, l'ordre roi n'est plus roi. Une véritable contre-révolution, c'est jeune, violent, rapide et sans pitié.
Robespierre disait qu'il faut être aveugle pour ne pas comprendre qu'elle emporte toutes les quilles posées sur son passage, celle qui cherche à l'emballer comme celle qui voudrait la ralentir ou l'arrêter. C'est un paradis qui finit par ne produire que des damnés. Mais le paradis comme l'enfer est d'abord là où sont ceux qui la font, dans l'action. Deux figures incarnent cette nouvelle tendance contre-révolutionnaire. Kais Saïd, élu président de la République, et Nabil Karoui, le chef du parti arrivant en deuxième place aux élections législatives. Ces deux hommes remplissent, malgré la différence de leur parcours et de leur discours, les critères d'une idéologie unique, unité de ton, de cible et de finalité. Ils veulent donner des formes neuves et totalisantes à l'insurrection qui vient. Leurs projets sont marqués par une volonté d'être utiles et par une mystique du changement social, de la nouveauté pour tous. Ce populisme, c'est la contre-révolution au combat. Il pourrait dire comme Rimbaud, la vraie vie est absente. Il faut la créer. On sent, en parcourant leur itinéraire, que les idées progressistes se résument et se détruisent au galop. Leur emblème est le peuple, il est invoqué, vanté, essentialisé comme la marque d'une secte. Le peuple n'a plus besoin de révolution, disait-il, il est la révolution. À partir de ce slogan, on peut résumer la ligne de force qui a agi sous nos yeux. Mais à quoi avons-nous affaire ? Plus exactement à quel type de contre-révolution ? Car nous sentons bien que la question doit être posée en ces termes. À degré le phénomène Kais Saïd, la contre-révolution au sommet de l'État. Il advient parfois qu'un petit fait passé d'abord inaperçu, apparaisse après quelques mois comme un signe avant-coureur et se transforme alors en événement. Sera-ce le cas de la candidature de M. Kais Saïd aux élections présidentielles ? Beaucoup de Tunisiens n'ont jamais entendu parler de lui, ni de son initiative. Les détenteurs de la puissance médiatique l'ont également accueilli avec une totale indifférence, pour ne pas dire avec une certaine moquerie. Et pourtant, ce qui va se passer ressemble plus à une pièce de Shakespeare qu'autre chose. Retournement, trahison et coups de théâtre donnent l'impression d'une tragédie à venir. Dans l'inépuisable version démocratique qui s'est ouverte avec le lancement de la campagne des présidentielles, ce qui surprenait le plus, c'est la misère de la parole politique. Elle se manifeste de façon spectaculaire dans la déconfiture des candidats dits de l'establishment. Ils semblent s'être évaporés. Pis encore, ils étaient sans souffle comme frappés d'obsolescence. Pour les citoyens, et notamment les jeunes, la situation est donc parfaite. Ils ont entre les mains les cartes leur permettant de faire exploser le carcan vermoulu du système partisan post-révolution. Encore faut-il qu'ils s'invitent à la partie, ramassent la donne et jouent le jeu de la nouveauté et du changement. Cette volonté d'engagement va se trouver naturellement articulée à une autre expérience inédite, celle d'une mobilisation généralisée qui, marquant tous les moments de la campagne électorale, est encore renforcée par l'usage intensif des technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux. Alors qu'autrefois, les jeunes étaient abonnés à l'abstention, ce nouvel outil leur a permis de prendre conscience de leur force et leur poids politique. Ainsi, la question citoyenne se repose dans des termes qui furent les siens au début de la Révolution. Les acteurs découvrent alors que sa vertu n'est pas seulement de s'opposer, parfois anarchiquement, mais aussi de leur servir comme un solide vecteur pour modifier l'ordonnancement des choses. Ainsi, une nouvelle perspective se dessine pour cette jeunesse tentée d'apprivoiser son avenir. Elle affiche sans complexe son admiration et son soutien pour le candidat Kais Saïd, sur lequel elle met beaucoup d'espoir. Son discours lors du premier meeting de sa campagne électorale n'est pas passé inaperçu. Avec un slogan aussi percutant que « Au nom du peuple », le programme est lancé. Seul le peuple a raison, le peuple veut, clame-t-il. Pour une partie de la jeunesse, un nouvel ordre est en gestation. Et pour donner un sens et un contenu à son discours, il décrète que la politique d'antan est frappée d'obsolescence par un changement dont il est temps de s'aviser, le pouvoir au peuple. Dès lors, la démocratie directe n'est plus ce spectre redouté dont la finalité est la destruction de la démocratie représentative. Elle servira de guide pour redéfinir les règles de fonctionnement des institutions, qui sont devenues des lieux dépourvus d'esprit démocratique et surtout révolutionnaire. Il invite les jeunes à cesser d'être des subalternes et d'œuvrer à cette redéfinition, qui vise à rendre la démocratie plus démocratique. Le terme subalterne
est emprunté à Antonio Gramsci pour qui il désigne les classes dominées privées de toute participation à l'exercice du pouvoir. C'est ce changement espéré qui se trouve en arrière-plan du programme du candidat Kais Saïed. À partir de cette matrice des subalternes, il a multiplié les promesses à n'en point finir. À l'entendre, une fois élu, le pouvoir sera rendu immédiatement au peuple, et notamment à sa frange la plus jeune qui a, selon lui, vocation à gouverner. Mais sans souffler mot sur la faisabilité de son projet. C'est là où se situe le premier danger de ce discours, franchement populiste. Une addition de promesses qui susciteront sans aucun doute un redoutable désenchantement d'une jeunesse au bord de la rupture. Car la promesse met au-devant de soi quelque chose que l'on se sent sur le moment capable de réaliser. On se conçoit par projection comme un sujet autre, différent de celui qu'on est, et peut-être meilleur. Or en politique, faire des promesses n'est point souhaitable car elles transforment l'action en une hypothétique éventualité, c'est-à-dire enfermer le futur dans le présent. Un saut dans l'inconnu. Cela rejette le politique du côté du non-lieu. Avec ce discours faussement volontariste, la parenthèse de la mobilisation révolutionnaire est refermée. Lui qui se veut l'homme de la révolution, il sera paradoxalement l'un de ses plus grands fossoyeurs. Car ce slogan « Le peuple veut » ne serait qu'une éternelle chimère. Un genre littéraire dont les invariants résument un projet outrancier, et dont les tentatives de réalisation révélèrent des perfections imaginaires vouées à un destin autoritaire ou totalitaire. Tel est le sort qui attendrait ses vœux pieux et ses promesses vides, promettre l'irréalisable en le rendant intolérable. De plus et eu égard au contexte tunisien, vouloir bâtir une cité idéale, où le peuple exerce directement le pouvoir, correspond plus à un récit imaginaire qu'à l'histoire réelle. En état, ce projet ne relève ni du passé, d'un âge d'or où le pays aurait vécu une absolue démocratie, ni d'un futur terminé. Il est une uchronie, il est situé dans le présent mais inaccessible. En tout cas, on ignore les chemins qui pourraient y conduire. C'est qui peut être traduit en termes politiques. Son promoteur a omis de préciser les médiations et les processus qui peuvent y conduire. Il propose un modèle, comme le note François Schirpaz, qui est de l'ordre d'un rêve de réformateur. Puis encore, telle qu'elle est conçue, cette démocratie populiste refuse assez logiquement les corps intermédiaires, partis politiques, syndicats, associations, corporations susceptibles de créer une médiation entre les gouvernants et les gouvernés. D'où son extériorité par rapport à tous les outils classiques de la démocratie représentative, notamment le Parlement. D'où aussi l'importance qu'elle attache à la nécessité de faire table rase du passé, et de marquer qu'elle constitue l'entrée dans une ère nouvelle, coupée du mouvement général de l'histoire du pays. En suivant ce fil, cette proposition n'apparaît que comme une construction précaire, provisoire, divergente et fondamentalement contradictoire. Et les moyens proposés menacent déjà de se retourner contre les fins poursuivies. Reproduction et intensification des rapports de pouvoir qui soutiennent toutes les formes de domination politico-sociale et d'exacerbation de la violence populaire faute de satisfaction des promesses avancées. Contre-révolution dans la révolution. Défaite de la démocratie au cœur de sa victoire. Sous cet angle de vue, le phénomène Kais Saïed n'a aucun des attributs, comme le prétend, d'un défenseur de la révolution. Il ne serait en réalité rien d'autre qu'un populiste bon teint qui tirerait sa dynamique du mécontentement des jeunes déçus du sort réservé par l'élite politique aux promesses de la révolution. S'il n'y a pas, c'est vrai, d'extrémisme religieux dans son discours, il n'en demeure pas moins quelque chose d'un rejet d'essence de la modernité et de l'universel. Dans un pays où le sentiment national se révèle, depuis la Révolution en souffrance, c'est au travers des thèmes régionalistes, localistes et surtout générationnels, les jeunes contre les autres, que Kais Saïed a construit une image d'un nous, jeune peuple, qu'il oppose aux autres catégories du eux, les non-jeunes, les élites, comme si ce nous était la partie saine et unifiée d'un peuple qui fera bloc dès que l'on aurait donné congé aux groupes cosmopolites et aux oligarchies. De plus, on compte aussi dans son discours nombre de mots d'ordre contre les libertés, contre l'état droit et même contre la démocratie. Élu par une jeunesse mobilisée et une dynamique remontante, le nouveau président pourra difficilement s'en tenir à une pratique et discours décadents. Ce sera une des clés du quinquennat. À ce titre, nous pouvons dire qu'avec la victoire de Kais Saïed, une contre-révolution réelle, visible,
identifiable, a cédé la place à une contre-révolution invisible au-delà de toute frontière et de tout signe de reconnaissance, un populisme totalisant dont la particularité est de soumettre chaque Tunisien à sa cause, clientélisme d'abord, propagandiste ensuite. Cette victoire réalise d'autant plus pleinement les fantasmes populistes de la contre-révolution, qu'elle dissimule son visage et son nom derrière les masques des plus hautes vertus révolutionnaires. Égalité, liberté, démocratie. Le phénomène Nabil Karoui, un populisme caritatif. Avec 15,58% des votes, Nabil Karoui est arrivé en deuxième position au premier tour des élections présidentielles. Au second tour, il s'est incliné face à Kais Saïed. Néanmoins, malgré l'extrême importance de cet événement et en dépit de l'extrême gravité des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les élections, son arrestation et sa détention pendant 48 jours l'empêchant ainsi, à la différence de son adversaire, de faire campagne, nous n'allons pas aborder ici ces faits. Nous allons exclusivement mettre l'accent, dans ces quelques lignes, sur la stratégie et les idées que le candidat Nabil Karoui a mobilisées non seulement pour se trouver qualifié au second tour des élections présidentielles, mais également pour faire de son mouvement, fraîchement créé, la deuxième force politique au Parlement. D'où la question: qui est Nabil Karoui ? En répondant à cette question, on saura quel lien peut-il avoir avec la contre-révolution. Dans la figure de Nabil Karoui, propriétaire d'une des chaînes de télévision la plus populaire du pays, gisait une matière aussi inouïe qu'imprévue. Mieux qu'un paradigme du spectacle, une icône fabriquée par l'image. Sa notoriété outrepassait son statut réel, sa charge et sa fonction. En cette figure dormait la possibilité d'une réflexion non seulement sur la télévision, mais particulièrement sur l'essentialisation de l'image pour conquérir le pouvoir. Derrière l'écran, sa chaîne Nesma, une chaîne pas comme les autres, travaillait pour le compte de son propriétaire. Ainsi, à l'instar d'un Berlusconi, l'homme d'affaires se transforma en redoutable homme politique. Le mot est lâché, Berlusconi fort bien trouvé. Nabil Karoui, le Berlusconi tunisien, le caïman, quelle terrible définition. La télévision est un médium froid. Elle prend le contrôle des esprits et bientôt du pays, comme sous son emprise périt une certaine idée de la politique où le mélange du genre, politique et spectacle, transforme des problèmes réels à des simples séquences télévisuelles. Ceci rejoint l'autre face du berlusconisme. En agissant de la sorte, Nabil Karoui a démystifié le nécessaire et l'utile séparation entre l'argent et la politique, le commerce honnête et la magouille. D'où l'inépuisable soupçon de sa collusion avec les réseaux mafieux. Mais il a toujours clamé son innocence, en se disant victime du système. Bref, l'épicier s'est transformé en mécène et l'homme politique s'est substitué au patron. Pour lui, les hommes sont des marchandises, âme et corps. Tout peut s'acheter, même les voix des électeurs. Au centre de ce projet, une communauté symbolique, un corps politique pur, les nécessiteux, les pauvres et les laissés pour compte. Le pauvre devient alors une belle et touchante iconographie, un alibi dont on s'autorise de remplacer indécemment le droit de vivre dignement par la charité compassionnelle. Dès lors, les enjeux de la pauvreté glissent de la sphère du débat autour de la protection sociale vers celle de l'assistance dont font preuve les héros du temps moderne. Et Nabil Karoui en fait partie. On le voit donc, cette vision de la pauvreté est dominée par des caricatures et des clichés. Le pauvre malheureux, le pauvre miséreux, le pauvre victime, le pauvre qui pleure. Cette surexposition de ces clichés correspond à l'image que ce projet souhaite donner de la misère. Nous trouvons cette exhibition populiste et, répétons-le, indécente. Car elle est l'exacte antithèse du modèle de l'individu indépendant, responsable et par là même soucieux de sa respectabilité. Nous pensons que la lutte contre la pauvreté doit prendre d'autres formes en mobilisant d'autres moyens. Et notamment, elle doit passer par la réorganisation de l'intervention sociale, par une action quotidienne et sur le terrain, mais hélas, rarement par la télévision. Mais l'opportuniste Nabil Karoui n'en a cure. Sa caravane passe. En effet, en quelques semaines et grâce à son association caritative, se met en route une caravane de bienfaisance sillonnant les régions pauvres pour distribuer denrées et bonnes paroles. Le tout relayé en grand renfort d'images par sa chaîne de télévision. Le caïman tunisien met en place une stratégie savamment orchestrée d'utilisation de la misère d'autrui pour se confectionner une posture politique.
Il faut compter aussi au cœur de cette impressionnante mécanique électorale, l'essentialisation de la douleur, de sa douleur de père ayant perdu son jeune fils. C'est pourquoi, le thème majeur de cette entreprise politique demeure la lutte contre la misère. Le programme et la démarche se situent dans la tradition de la charité-spectacle. Il y est fait état de quelques valeurs traditionnelles: la compassion, la pitié, les larmes, la dénonciation des pouvoirs publics. Ce discours à vif s'adresse prioritairement aux classes populaires, aux précaires, à ceux qui sont dans une extrême détresse sociale, oubliés par les services publics et dégoûtés par l'impuissance de l'État. Avec ce nouveau hussard, c'est une image de la Tunisie, généreuse, bienveillante, proche du peuple et égalitaire qui traverse l'écran de la télévision, sa télévision. C'est aussi la figure du personnage providentiel, charismatique et nouveau même si son histoire remonte au temps plus ou moins obscur de détournement d'argent et de corruption. Nabil Karoui ose tout, ose les promesses, les coups de colère et n'a pas peur d'outrepasser les limites de la démagogie dans ce qui a pu être nommé un populisme des riches. Témoin le nom choisi pour le mouvement coquille de son entreprise politique, Kalib Tounes, le cœur de la Tunisie, qui sonne comme un cri de cœur, un appel à la générosité et à la pitié de tous les Tunisiens. Le ton est donné d'une campagne législative et présidentielle qui couronne l'entrée de la Tunisie dans l'ère du populisme actif, recours massif à la compassion plutôt qu'à la raison, une logique de la différence sociale qui s'affranchirait de tout principe universel. C'est un peuple événement, une force qui infléchit le cours de l'histoire, un concept qui se fait cher dans l'action et s'abîme en elle, qu'il veut mettre en perspective. Avant même les résultats des élections présidentielles et législatives, la réussite de ce projet est indéniable. Son promoteur s'impose comme un fait incontournable. D'une part, parce qu'il a relevé avec une rapidité déconcertante le défi de mettre sur pied une organisation combative, capable de structurer et de canaliser les demandes de l'électorat populaire, et d'autre part il a pu conférer à Kalib Tounes, son parti, autre chose qu'une simple popularité médiatique, un véritable ancrage politique. Mais surtout, la performance la plus remarquable est d'avoir réussi l'impensable, se qualifier lui-même au deuxième tour des présidentielles et permettre à son mouvement d'être la seconde force politique du pays. Certes, la loi électorale offre l'opportunité d'un tel succès, mais cela n'enlève rien à l'habileté communicative du leader du mouvement. Nous connaissons déjà le populisme, pathologie des démocraties représentatives et symptôme d'une défiance accrue à l'endroit des politiques. Mais le populisme caritatif, une histoire de curé, de châtré et de démagogue, dirait probablement Michel Onfray, parodiant jusqu'à la nausée Nietzsche qui savait, lui, ce qu'il en est pour un médecin de civilisation de la gravité de manipuler les peuples. Point n'est en effet besoin d'être grand politologue pour comprendre les méfaits de l'exploitation politique de la misère humaine. Aussi ne s'agit-il pas tout simplement d'une forme d'indécence politique enrobée dans un discours humanitaire. À cette comédie, participent à leur insu tous les donneurs de leçons relayant les idées et les pratiques d'une idéologie faussement démocratique. Certes, c'est une bonne chose de se préoccuper du sort des plus démunis et de leur venir en aide, mais c'en est tout autre de vouloir exploiter leur misère tel un prédateur pour se faire une place au soleil. Ne nous y trompons pas, cette démarche sublime le relativisme social au détriment de l'universel, la charité privée au détriment de l'action publique. Ainsi, elle introduit une différenciation catégorielle au sein du peuple entre le maître et l'esclave. Les paquets de pâtes, les sacs de couscous, les téléviseurs, les réfrigérateurs remplacent les longs discours. Toutes les valeurs politiques sont renversées. L'émotion piétine la raison. La crise est là. La colère exprimée par ces pauvres gens exhibés devant les caméras est sans doute protéiforme mais réelle, et dans une certaine mesure spontanée. Ce qui se passe ensuite sort du canevas habituel. La colère est alimentée, entretenue et radicalisée. Les régions oubliées vont soudain se coaguler, pour devenir une attraction médiatique et une force politique. Une formidable juxtaposition de colères individuelles et territoriales qui éclate allant de frustration personnelle, au sentiment de ne pas être entendu par l'élite gouvernante. Toutefois, il ne s'agit pas d'imaginer une opération créée de toutes pièces. Les meilleures instrumentalisations surfent toujours sur une vague réelle. C'est là qu'entrent en jeu les contre-révolutionnaires les plus radicaux,
qui ont un intérêt politique à ce que l'État soit déstabilisé. Dans ce contexte, ils n'ont pas eu à avoir beaucoup d'efforts à faire. Il suffit de souffler un peu sur la braise de la fameuse fracture territoriale, pour que des vieilles rancœurs géographiques éclatent. Or, dans sa gigantesque colère légitime, cette Tunisie de laissé-pour-compte perçoit à peine le glissement de l'opération vers un projet au contenu dangereusement contre-révolutionnaire. L'ordre établi étant désigné comme l'ennemi, au même titre que tout ce qui est suspecté de faire partie d'une élite quelconque, toutes les valeurs de la citoyenneté sont rejetées. Un pseudo-discours démocratique se met en place. Il n'émancipe pas, il rend esclave, au sens hégélien. Le citoyen cesse ainsi d'être acteur pour devenir un éternel assisté. Il ne pense plus par lui-même, on pense pour lui, il n'agit pas pour lui-même, on agit pour lui, et enfin il ne vote pas lui-même, on vote pour lui. Cette conception particulière et dégradante de l'exercice du pouvoir dévalorise la démocratie, fracture le contrat social et dualise la société. Point d'équilibre, le tout politique est structuré autour d'une funeste différenciation entre nantis et malheureux, riches et pauvres, sans même prendre la peine d'emprunter à Marx la dynamique de sa lutte des classes. L'idée d'un peuple, en tant qu'unité homogène et une force capable de modifier l'ordonnancement des choses se trouve naturellement exclue. Elle laisse la place à un système d'assistance, stable de signification, synthétisé par l'apparition d'un leader charismatique qui doit contrôler le pouvoir et guider ces malheureux, ces gueux, vers un lendemain qui chante. Huppé par on ne sait quel élan populiste quand la lumière sur lui se fait, Nabil Karoui est appelé à jouer ce rôle. Or, sans nom ni riche culture politique, mais une grande attractivité médiatique, cette imposture se révèle alors pour ce qu'elle est, un attentat perpétré contre l'esprit émancipateur et libérateur de la Révolution. Cependant et afin de relativiser ces propos, il nous faudra écarter le fantasme qui nous fait voir un homme seul œuvrant, dans une bien étrange fièvre destructrice, à la damnation éternelle de la Révolution. Ce n'est pas lui personnellement, Nabil Karoui, mais sa dangereuse démarche clientéliste associée à un élan contre-révolutionnaire venant d'ailleurs qui a transformé les grandes valeurs de la Révolution, émancipation, citoyenneté, liberté, unité nationale, dignité arrachée et non octroyée, en un ossement sans dévotion pour reprendre l'expression de Char. En réalité, il ne s'agit pas tant pour lui de tuer la Révolution que sa conservation nécessaire. Mais en agissant de la sorte, il a réveillé chez certains un instinct populiste destructeur qui tel un vent du dégel libère l'eau de la glace afin que puissent se réaliser d'autres funestes associations, prémisse possible d'horreurs contre-révolutionnaires encore à naître. Sans doute, avant de conclure cet avant-propos, faut-il se poser la question : comment résister à ces deux modèles de contre-révolution ? Comment résister quand on ne sait plus exactement qui l'on a le devoir d'affronter tant est devenu inextricable, indéchiffrable le réseau idéologique de la contre-révolution ? À qui ? À quoi résister quand la posture de défenseur de la Révolution tend malgré certaines apparences convenues, à devenir complice d'un jeu truqué ? Les impostures tôt ou tard finissent par se révéler surtout lorsqu'elles rencontrent l'histoire. Le temps des mensonges et des promesses n'est point éternel. Il passera un jour. Après un cataclysme, déconstruire, c'est bien, mais à terme il faut reconstruire, c'est mieux. Il serait peut-être temps de s'y mettre, et pour ce faire d'unir nos efforts, tous engagés dans un même élan pour résister à l'inéluctable progression de la contre-révolution. Valeurs contre valeurs, tels sont les boucliers que l'on entend encore s'entrechoquer et derrière lesquels s'affrontent des combattants aux convictions opposées. Deux projets différents, deux Tunisies différentes. Mais le temps qui est le nôtre n'a plus rien de shakespearien. Qui ne s'aperçoit que la donne à aujourd'hui a changé, et qu'il ne s'agit plus pour pouvoir se dire moderniste, de défendre un précaré ou planter l'oriflamme d'une valeur temporairement attractive et se tenir à l'arrêt sur un seuil dont le socle demeure grandement friable. Nous ne l'aurons pas. Quand les élites elles-mêmes sont infectées par des idées contre-révolutionnaires de quelque fond ou de quelque bord qu'il soit, le combat va être rude. Certes. Mais il ne sera point perdu si chacune et chacun se reconnaissent dans l'affirmation testament d'Albert Camus. Tout ce que j'ai tiré de ma vie, tout ce que la société m'a laissé comme idée sur elle, ce sont des inquiétudes. Je reste pourtant optimiste en ceci que j'ai confiance en la capacité de révolte des hommes,
et je tiens pour humain tout ce qui s'emploie à tuer cette révolte qui est simplement le désir de vivre. Vivre et faire vivre le rêve d'un jour meilleur porté par une révolution pour qu'enfin les choses un jour changent, pour enfin changer la vie, constitue une créance à l'égard de la Tunisie, éternelle moderne et universelle. Tout ceci nous a persuadés de l'utilité de nous plonger dans les méandres de la contre-révolution. Les connaissances que nous y avons acquises, qui furent profondes, nous ont paru une justification suffisante. Les lecteurs découvriront par eux-mêmes la complexité du phénomène, sa dangerosité et la vertu de s'y pencher. Introduction. Que reste-t-il de la révolution tunisienne ? On ne peut plus cacher que depuis quelque temps, une atmosphère nostalgique entoure l'évocation de la révolution. Nul n'ignore à quel point il est du dernier chic dans les conversations de salon de se lamenter sur l'effondrement de ces valeurs, au pire sur leur disparition, au mieux, un mieux tout tardif, sur les contradictions dont elles seraient affectées de nos jours. Les jérémiades sur ce thème sont légion. Elles donnent lieu à des prosopopées héroïques, ce qui n'est pas bien grave et peut utilement meubler les conversations. Elles entretiennent aussi et surtout une subtile complaisance pour le nihilisme et le défaitisme, puisqu'on se complète ainsi à s'entretenir dans la vue du néant de toute chose. Elles alimentent enfin une littérature politico-juridique abondante et apparemment inépuisable, ce qui pose encore la question du sens de telles entreprises de pensée, ou plus exactement, de démission de la pensée. Ces lamentations vont d'ailleurs de pair avec une facile exploitation politique par les démagogues, qui, profitant du désarroi des Tunisiens, devant la lenteur de la mise en place du projet révolutionnaire, prônent le retour aux belles et bonnes pratiques de l'Ancien Régime, dont chacun sait à quel point elles étaient néfastes pour les libertés et la démocratie. Mais cette position laisse entendre qu'on peut disposer de l'histoire des peuples comme de ces vieux objets qu'on peut restaurer, puis remettre en circulation ou utiliser à nouveau. Ou encore comme ces papiers usagés, qu'on peut recycler après traitement adéquat. Toutefois, il apparaît qu'un subtil relativisme ronge cette nostalgie qui se croit volontiers fixée sur l'intemporel et le permanent, alors qu'elle reste prisonnière d'un relativisme qu'elle redoute. En réalité, derrière la nature récurrente des lamentations sur l'incertitude du temps à venir et derrière la récupération politique conservatrice, se cache un très réel enjeu lié à l'émergence d'une pensée contre-révolutionnaire. Cette idéologie semble inéluctablement portée par une fragilité et une instabilité essentielle de l'œuvre révolutionnaire. Ne renvoie-t-elle pas à une appréciation subjective d'un passé qui ne passe pas, et d'un avenir meilleur qui tarde à s'installer ? De ce constat, il est alors facile de tirer cette rapide conclusion. Plutôt qu'une simple rupture, destinée à être dépassée, il faut voir dans la Révolution un commencement traumatique dont l'absoluité se juge à la radicale nouveauté des exigences. Ainsi, le temps révolutionnaire induit une incroyable densification du présent, une obstruction tout à la fois du passé et de l'avenir. Il est alors facile de tirer cette image. Il revient au peuple et au seul peuple de construire son avenir, de le poser à partir de rien et donc de s'affirmer acteur de l'histoire par cet acte même. Ainsi le Tunisien au regard de l'histoire n'est plus ce qu'il fut, la Révolution lui a permis d'arracher des nouveaux droits et de s'attribuer une nouvelle posture. Maître désormais de son destin, il a été rapidement amené à choisir entre plusieurs options et partis politiques. Point de solution monolithique. C'est ce rôle de responsabilité et d'enracinement qu'a joué la démocratie. Elle a fait passer le Tunisien du statut d'objet au statut de sujet. Grâce à une citoyenneté enfin retrouvée, il a cessé d'être au service du prince pour se mettre au service de la chose publique. Ce qui signifie que la citoyenneté véritable n'est ni un conformisme social, ni une absolue autonomie, mais un progressif apprentissage du respect de l'opinion différente. Car il serait absurde d'imaginer qu'une liberté puisse un jour subitement s'exercer, sans avoir préalablement reçu un contenu. L'œuvre révolutionnaire devient alors le signe de l'échec de la volonté de puissance, illégitime, vouée à l'ironie de l'histoire et à la censure de la conscience collective où réside la souveraineté d'un peuple. Le lien politique ne pourra plus trouver son fondement hors de la démocratie mais à l'intérieur même de celle-ci, et devra s'appuyer sur l'engagement implicite qu'elle comporte. Non seulement laisser chacun libre de se réaliser,
mais aussi donner à chacun et préserver pour chacun les chances de se réaliser. Pareil objectif est la contrepartie anthropologique du suffrage universel. Si tous les Tunisiens participent à la décision, tous doivent ou devraient en avoir la capacité à être des citoyens indépendants et accomplis. Ce lien établi avec une exigence infinie, une exigence radicalement non garantissable, donne à la démocratie son impulsion. Il fait d'elle non seulement un mode d'attribution du pouvoir, mais également un principe moral. Cette réalité politique tend à s'incarner en une multiplicité de partis et de courants politiques, qui participent tous à l'animation et à la structuration d'un paysage politique. Il n'appartient plus à l'État de le posséder, mais de le promouvoir. Aussi remplit-il, l'État, son plus grand rôle lorsqu'il fait comprendre à tous que la démocratie véritable s'organise par son abstention et non par son intervention. Cela implique la participation de tous les courants d'opinion au jeu de la construction d'un espace politique allant dans le sens d'une légalisation de tous les modes de revendication, étant entendu que tout peut se régler finalement sur le terrain du droit, dans l'espace créé par les institutions de l'État de droit. Mais parallèlement à ce noble et généreux projet de société, la Révolution a également libéré de son enclos d'autres forces qui, malheureusement, sont moins positives. Animées par leur propre système de motivation, elles cherchent à réduire la nouvelle donne révolutionnaire à sa plus simple expression. Pis encore, elles veulent anéantir son devenir et mettre un terme à sa dynamique. Bref, elles veulent empêcher que les Tunisiens transforment leur révolution en construction. Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Et quels sont leurs modes opératoires? Voilà 3 questions qui vont nous obliger à se plonger dans les abysses de la nébuleuse des forces occultes. En jargon révolutionnaire, ces forces sont généralement qualifiées des contre-révolutionnaires. Comme toutes les révolutions dans le monde, la tunisienne a sécrété son antithèse. Structurellement, cette entité est composée d'agents troubles, de barbouzes et d'officines occultes qui continuent à graviter dans l'ombre des cercles du pouvoir avec un objectif commun, rendre le pays ingouvernable. On dirait une armée d'occupation avec ses chefs, ses lieutenants, ses sous-officiers faibles ou sadiques, ses civils complaisants ou animés par la haine de la révolution. Mais qu'occupe-t-elle cette armée, sinon son propre territoire? Leur échelle de valeur rejoint dans le vide, à l'autre bout du cercle, celle de l'ancien dictateur et de ses proches. Leur démarche consiste à discréditer la nouvelle donne post-révolutionnaire, en œuvrant tout simplement à sa déformation pour qu'elle soit sa propre caricature. Ils unissent leurs voix pour se réjouir et grossir tous les faux pas de la révolution. Cette dernière apparaît dans le domaine des applications pratiques, comme une utopie politique sans lendemain. Car il est impossible qu'elle puisse donner corps à ses valeurs fondamentales. D'après cette position, le pouvoir ne peut être qu'autoritarisme dans la mesure où le peuple ne mérite point le respect. La force est le seul langage qui lui convient. L'idée d'un État protecteur des libertés et pourvoyeur du droit est à éliminer au profit de la thèse fonctionnaliste d'un mode d'organisation du politique qui cherche à assurer la protection d'un clan ou d'un groupe politique. Aussi, il faut actionner les leviers nécessaires afin que l'État nierait par lui-même les acquis de la Révolution. La stratégie opérationnelle consisterait alors à tout retarder, à tout obstruer, à tout dénaturer, les actions ayant trait à la réalisation des valeurs de la Révolution. Et la politique d'atermoiement, de faiblesse et parfois d'indécision menée par les instances de la transition, n'a fait sans doute qu'encourager ces avatars dans leur entreprise de destruction et de sabotage de l'œuvre révolutionnaire. Quant à la liberté, l'acquis le plus fondamental de la Révolution, elles vont lui faire subir les transformations nécessaires pour qu'elle cesse d'être la source d'un bonheur collectif retrouvé, mais l'origine d'une anarchie globale, à tous les niveaux de l'action et de l'organisation de la société à rejeter. Il faut au contraire, affirment ces forces, réintroduire les moyens de contrôle et les réductions nécessaires afin de neutraliser toutes les formes de son expression car elle est synonyme d'anarchie. Et quand le peuple en fait usage, on cherchera par tous les moyens à rendre son utilisation illégitime comme transformer une manifestation pacifique en une agression d'une extrême violence contre les biens et les personnes. Et ce qui rend la donne encore plus préjudiciable,
c'est qu'une partie non négligeable de Tunisiens commence à intérioriser l'idée qu'ils sont un peuple indigne d'être libre, et que la liberté conquise n'est en réalité qu'une source de désordre et d'anarchie. Dès lors, le retour à l'ordre ancien redevient ainsi salvateur. Les circonstances en sont obscures. Là, sur ce point particulier, la contre-révolution a, nous semble-t-il, marqué des points. Si l'on éprouve un malaise devant les avancées de cette démarche contre-révolutionnaire qui se profile à l'horizon, on pourra chercher d'autres voies, celle d'une éthique du temps et de l'histoire, celle qui s'écrit en dehors de certains écrans de télévision, complices, et de certains journaux manipulateurs qui anesthésient l'opinion publique. La base de cette éthique nouvelle ne pourrait être qu'un autre souffle révolutionnaire, qui fixera les points de fuite de la contre-révolution afin de mieux les surmonter et les guérir. Dans l'errance des luttes encore dispersées contre ces tendances réactionnaires, il faut oser les convictions toutes simples qui arpentent les premiers chemins de la renaissance de l'esprit révolutionnaire. C'est à ce travail que se sont attelés certains citoyens, organisés ou individuellement, pour éveiller une créativité éthique, articulée à un engagement politique et à une lutte au jour le jour contre la dépression post-révolutionnaire en actionnant les leviers de la citoyenneté positive. Car le citoyen est la cellule fondatrice de la cité, la condition de la démocratie et l'expression de la liberté. Ce sont les globules qui font le sang, ce sont les citoyens qui font la République. Lorsque les citoyens se retirent de leur État, celui-ci devient la proie de tous les prédateurs. C'est uniquement par sa qualité d'homme libre dans une société libre que le citoyen engagé peut non seulement combattre vaillamment la contre-révolution et ses avatars, mais aussi défendre les acquis de la révolution. On le voit donc, la contre-révolution reste encore un champ de recherche en grande partie inexploité, même si c'est une idée depuis longtemps acceptée qu'il n'est pas possible de comprendre la révolution en général ainsi que la révolution tunisienne en particulier sans tenir compte des activités, c'est-à-dire des actions, des discours et de la diffusion des idées dans leur complexité d'ensemble, contre-révolutionnaire. Dans cette mesure, traiter cette question comporte nécessairement des risques. Ceux-ci reflètent autant les écueils attachés à la problématique elle-même, que les problèmes posés par la présentation qu'on doit en faire. On doit, d'une part, tenter de rendre accessible de manière non seulement théorique, mais aussi concrète un aspect important d'une idéologie dont la complexité est à la hauteur de l'étendue de ses conséquences, et d'autre part, susciter une confrontation critique au concept de temporalité différentielle. Pour reprendre la formule de L. Althusser, un temps propre relativement autonome, donc relativement indépendant dans sa dépendance même des niveaux. On perçoit dans cette idéologie des décalages entre les rythmes d'offensive et de défensive de chaque camp, contre-révolutionnaire. Les acteurs évoluent, les enjeux changent, les alliances se forment et se dénouent, les règles se modifient, ce sont des jeux glissants, jeux dangereux en raison de leur indétermination dans des conjonctures politiques incertaines, jeux dont il est difficile de garder le contrôle dans les limites rationnelles. Dans la mesure où celui qui contrôle l'enjeu contrôle le jeu, tous les coups semblent permis. Chaque camp contre-révolutionnaire a recours à une stratégie faisant appel aux valeurs et aux émotions du plus grand nombre, car l'étendue de la contagion idéologique détermine son influence. Notre analyse de ce phénomène prendra la forme de 3 réflexions liées les unes aux autres. Il s'agit d'abord d'étudier la tension idéologique entre révolution et contre-révolution, tension où la religion joue un rôle considérable. On examinera en deuxième lieu la stratégie qui a présidé le processus contre-révolutionnaire. On considérera enfin le jeu des acteurs et les destinataires de cette idéologie. Nous partons de l'idée qu'outre la complexité politique dominante de l'espace géographique des soulèvements arabes, un courant culturel a joué un rôle essentiel dans ce processus et a eu des conséquences ravageuses. Il s'agit de l'islamisation des révolutions arabes, sous la forme de mouvements intégristes islamiques dont l'idéologie est fortement opposée aux idées des Lumières du printemps arabe. Cette alternative réactionnaire à l'ordre réactionnaire a permis à l'islam politique de devenir la force matricielle de la contre-révolution. Dans le même temps, on a vu apparaître une conception de la politique qui était calquée sur le modèle du pouvoir exercé par les régimes déchus et avait tendance à prendre les traits politiques de la révolution. Cette démarche a largement réussi à créer la confusion dans l'esprit des citoyens.
Très vite, l'hypothèse de la transformation hivernale du printemps arabe est devenue pour certains à la fois possible et nécessaire. Nécessaire, parce que pour certains pays de la région, la transformation de l'essai révolutionnaire constitue un danger mortel pour leur régime. Ces derniers, affirme Gilbert Achcar, se battront jusqu'au dernier soldat de leur garde prétorienne pour se maintenir au pouvoir. Possible aussi, parce que d'importantes fractions de forces révolutionnaires qui voulaient aller vite faisant abstraction des limites socio-culturelles des populations, se sont déconnectées du temps présent pour s'engouffrer dans les univers en trompe-l'œil de la révolution dogmatique. Ainsi, la contre-révolution est à la fois le résultat et l'expression d'une crise intrinsèque de la révolution. Elle est le produit politique de forces réactionnaires s'opposant à la modernité. Elle porte des traits traditionalistes et modernistes, bourgeois et anti-bourgeois. Dans l'imaginaire contre-révolutionnaire, où les deux composantes interfèrent et donnent lieu à des mixtes, l'accent est mis soit sur le désir de domination, soit sur la peur du progrès. Ce qui relie ce désir et cette peur, c'est une grande espérance, l'espérance d'en finir avec tous les héritages de l'universel, de faire magiquement disparaître toutes les figures de l'état de droit, toutes les créations historiques dotées d'une modernité certaine. Le passé devient alors une terre d'avenir, face à laquelle le respect devait être de rigueur. Ce désir d'annihilation relève de la volonté de vengeance telle que Nietzsche l'a identifiée. Ceci, oui, ceci seul est la vengeance même, le ressentiment de la volonté envers le temps et son ce fut la destruction rédemptrice. Quoi qu'il en soit, c'est un fait. La mise en place du projet révolutionnaire ne se fait pas sous le signe de la confiance et de l'espérance longtemps portée et nourrie par l'espoir de la fin de la tyrannie de l'Ancien Régime. La machine folle qui fonce vers le futur provoque l'inquiétude, voire l'angoisse, plutôt que l'enthousiasme. Les lumières de la Révolution se sont certes tamisées, mais elles ne sont pas pour autant derrière nous. Le retour en arrière est interdit, en même temps que la fuite en avant paraît suicidaire. Il ne saurait s'agir de restaurer, bien qu'il soit hautement dur de résister au vent contraire de la contre-révolution. Tocqueville avait parfaitement vu la tragédie de cette dialectique. Quand le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Incertitude, angoisse et désorientation. Avec l'émergence de la pensée contre-révolutionnaire sans lien et sans attache, figure du pur immobilisme, la restauration tend à se normaliser. Mais on ne peut néanmoins prévoir la vitesse avec laquelle elle se réalisera. Le facteur déterminant demeure la capacité d'endurance de l'œuvre révolutionnaire. Lorsque la possibilité même d'une référence à des valeurs communes persiste, et que l'imaginaire politique continue à se nourrir des perspectives partagées pour la réalisation d'un projet fondateur arrimé à l'universel, les lumières de la Révolution entrent forcément en résistance. Il faut alors réapprendre à habiter le temps. Forçons les traits. Face aux turbulences et aux contingences, face aux indéterminations, aux instabilités et aux ruptures imprévisibles et violentes, l'œuvre de la Révolution est devenue pour des penseurs désarmés que nous sommes, la plus improbable des réalisations. Pourtant, la course vers le pire menée à toute vitesse par la contre-révolution n'est point inéluctable. Mais il faut en vouloir. Partie 1 degré, aux sources idéologiques de la contre-révolution. La question que nous voulons étudier n'est ni une question de politique proprement dite, ni une problématique d'histoire pure. Il ne s'agit pas pour nous ici de repenser le processus révolutionnaire. Nous l'avons déjà fait dans 2 précédents ouvrages consacrés à cette thématique. Il ne servirait à rien à l'heure où nous sommes, de revisiter la séquence révolutionnaire. Tout cela a été fait. Mais il n'en reste pas moins que la période post-révolutionnaire constitue un champ de réflexion d'une richesse certaine. Comme Gilles Deleuze, nous pensons que notre tâche, eu égard à la complexité de la période. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.